Ce message, c'est 6 mots, littéralement 6 mots, qui sont un extrait d'une conversation entre Elon Musk et un propriétaire d'entreprise, ou du moins le représentant d'un conseil d'administration d'entreprise, va déclencher l'une des tempêtes médiatiques, une bataille pour une entreprise les plus en vue à l'époque, qui est passionnante. Cette entreprise, c'est Twitter, maintenant connu sous X. Alors vous allez me dire, vous connaissez l'histoire. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens la connaissent. Elon Musk qui se prend de passion pour la liberté d'expression, qui se lance dans le rachat de Twitter, qui fait des annonces, et qui finalement va racheter cette entreprise. On voit encore Elon Musk arrivant avec son siège de toilette dans le hall de Twitter. Et puis ce renommage en tant que X. Donc oui, on connaît cette histoire. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. En effet, dans ce rachat d'entreprise, on oublie systématiquement une chose. Pour un rachat, il faut plusieurs éléments. Du côté de Elon Musk, il faut de l'argent. Oui, il y en a, on n'a pas d'inquiétude sur ça. Mais surtout, quand on veut racheter une entreprise privée, il faut qu'en face, la personne dise oui. Et ça, c'est important. Parce que cette personne, elle a le pouvoir de bloquer ce deal. Et même dans le cas de Twitter qui avait des actionnaires, cette personne en avait le pouvoir de refuser ou d'accepter d'ailleurs. Et vous savez ce fameux message « Please expect a take private offer » qui est en gros, si on traduit en français, merci de t'attendre à un rachat privé. Autant dire une OPA extrêmement hostile. Bref. Et ce message, il était destiné à une personne. Cette personne va littéralement subir l'enfer sur Terre pour les 10 prochains jours après ce message. Pression publique. Le nombre de tweets assassins de Musk sur la période. Les médias. Car, je ne vous refais pas la chronologie, Twitter était l'une des entreprises les plus en vue, les plus influentes à l'époque. Et pourtant, cette personne qui va subir l'enfer, elle doit prendre une décision. Elle doit prendre une décision dans un environnement extrêmement chaotique. Et moi, c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. C'est comment, à travers cet exemple de Twitter, comment une personne arrive à prendre une décision dans un environnement extrêmement chaotique. Comment on fait ça? Et Twitter, le cas de rachat par Elon Musk de Twitter, en est l'exemple parfait. Donc je vous propose, à notre habitude, d'aller voir ce qu'on trouve sur Internet et de comprendre un peu le déroulé de ce rachat et de voir comment cette personne, elle va prendre sa décision. Mais pour cette vidéo, il va y avoir une petite spécificité. Je ne vais pas être tout seul. Effectivement, je vais être avec Carole, une experte en matière de prise de décision et de gestion d'entreprise, qui va nous apporter son expertise justement sur tous ces sujets et va apporter l'analyse encore plus. Donc, cela étant dit, je vous propose qu'on s'y mette de suite. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, revenons un peu à la chronologie. Musk, depuis avril et même avant, parlait de racheter Twitter, mais pas toujours de manière
très sérieuse. Mais le 14 avril, tout va basculer. Ce qu'il va faire, il va le faire une annonce publique disant qu'il rachète Twitter, ou du moins il rachète auprès des actionnaires de Twitter, l'ensemble des actions pour un prix de 54,20 $ par action. Pour vous donner une idée du montant, c'est 44 milliards de dollars en cash pur. Pas d'échange d'actions, pas de partenariat. Il veut un rachat net. Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que Musk, il cherche pas à collaborer. Il cherche vraiment à posséder Twitter. Il veut en prendre les rênes. Mais ce qui est déjà intéressant à comprendre, c'est que il y a une mécanique qui s'est mise en place. Un peu avant ce 14 avril et cette annonce de rachat, en fait, Musk, il avait déjà racheté une partie de l'entreprise. Il était déjà actionnaire à 9,1% du capital. Et quand on possède 9,1% du capital de Twitter, à l'époque, on se voit proposer un siège au board qu'il avait refusé. Pourquoi? Alors, je ne vais pas rentrer dans la mécanique de l'actionnariat de Twitter à l'époque, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce board l'aurait bloqué à 14,9% des parts des actions de Twitter. Ce qui forcément lui aurait donné un certain pouvoir de décision, mais pas un contrôle absolu. Ça, c'était les règles imposées par Twitter. Et Elon Musk, à sa grande habitude, va refuser ces règles. Alors, il décide de les changer. Il fait une offre publique d'achat. On en revient à nos 54,20 $ par action. Et c'est une très bonne offre. Très très bonne offre. C'est plus haut que le cours de la bourse à l'époque de Twitter par action. Et quand il fait cette annonce, en fait, ce geste, c'est une véritable mise sous pression de Twitter. Une telle offre publique va forcer Twitter à répondre publiquement. Le board de Twitter, qui représente les actionnaires, ne peut pas l'ignorer. Impossible de temporiser sans que les actionnaires le voient. Et même si ce n'est pas le sujet principal de notre vidéo, ce qui est intéressant déjà dans cette action, c'est que Musk va rendre la décision inévitable. C'est sa mécanique. Il met une pression telle qu'il oblige l'entreprise à répondre. Et quand on connaît un peu, quand on suit un peu le parcours entrepreneurial de Musk, c'est pas étonnant. C'est le personnage. Et ça, même si on ne peut pas se mettre dans la tête de Elon Musk, c'est un peu sa manière de faire. N'est-ce pas, Carole? Alors effectivement, François, on ne connaît pas le niveau de maturité de cette décision. On ne sait pas le temps de réflexion qu'Elon Musk a alloué à cette prise de décision. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a adopté une stratégie offensive pour racheter Twitter, en ayant acquis un grand nombre d'actions, jusqu'à 9,1% du capital. Et puis ce qu'on voit en parallèle, c'est qu'il refuse de rentrer en relation avec les actionnaires. Il refuse ce siège qu'on lui propose au conseil d'administration. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une décision et d'une stratégie rationnelle
ou est-ce qu'on parle finalement plutôt d'une décision purement impulsive et instinctive d'Elon Musk? Difficile de savoir à ce stade-là. Par contre, ce qu'on peut comprendre de la situation, eh bien, c'est que, ah, il y a un facteur prépondérant dans cette prise de décision. Et ce facteur, c'est le facteur confiance. Elon Musk a confiance en sa stratégie et il a un niveau de confiance en lui très élevé. Et donc ce niveau de confiance en lui chez Elon Musk s'appuie sur 3 options possibles. Première option, une confiance qu'on appelle naïve, c'est-à-dire que Elon Musk n'envisage pas, qu'il puisse y avoir barrage à sa stratégie, qu'il puisse y avoir un obstacle à cette décision de racheter Twitter. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle une confiance finalement consolidée, qui s'appuie sur l'expertise et l'expérience. On pourrait imaginer que Elon Musk, pour prendre cette décision, s'est entouré d'un aréopage d'experts et puis finalement s'appuie sur une expérience de rachat d'entreprise. Alors, on sait qu'Elon Musk est plutôt un constructeur qu'un racheteur d'entreprise, mais on pourrait imaginer que ce soit une option. Et puis la troisième option, c'est l'option d'une confiance finalement arrogante, c'est-à-dire que sa confiance reposerait sur une simple croyance que finalement son pouvoir, sa fortune, sa mise en lumière, sa médiatisation finalement, à elle seule, lui donne légitimité à racheter n'importe quelle entreprise à n'importe quel moment. Et ça, c'est la troisième option. Alors je vous laisse vous, décider de quelle option vous semble la plus probable, dans cette situation pour Elon Musk. Personnellement, j'ai ma petite idée. Mais revenons à notre offre. Parce que bien qu'énoncée publiquement, cette offre, elle va être formalisée et elle va être envoyée à Twitter. Et elle va arriver sur le bureau d'une personne. Plutôt dans la boîte mail d'une personne. Mais dans le bureau. Cet homme, c'est Brett Taylor. Brett Taylor, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Pas un personnage extrêmement public, et encore, si vous êtes beaucoup dans le domaine de l'IA, peut-être vous en avez entendu un peu plus parler ces derniers temps, mais c'est quelqu'un d'assez discret. Je vous dresse son portrait en quelques secondes pour que vous puissiez comprendre qui c'est. À l'époque, c'est le chairman du board de Twitter. C'est pas le CEO, c'est pas le fondateur, le chairman. Le chairman, c'est une fonction très particulière qui en fait préside le conseil d'administration de Twitter. Le conseil d'administration étant l'assemblée qui représente les actionnaires de Twitter, ceux qui possèdent réellement l'entreprise. Mais qui c'est Brett Taylor? Eh bien, il a croisé plusieurs entreprises et plusieurs mécanismes qui vont vous parler. Par exemple, il est l'un des cofondateurs, des co-créateurs de Google Maps. Il a été CTO, Chief Technical Officer de Facebook. Il a cofondé une entreprise qui s'appelle Quip, peu connue, mais qui a été rachetée par Salesforce. Et dans ce rachat, il a été co-CEO de Salesforce. Et c'est d'ailleurs ce statut, à l'époque des faits, qu'il a, en plus d'être chairman de Twitter. Donc autant dire que Brett Taylor, il n'a jamais été très loin du centre des affaires, de cet épicentre. Mais il n'a jamais été la figure principale. Il s'est toujours tenu dans l'ombre des décisions publiques, des grands noms, des grandes personnes qui prennent les décisions publiquement. Ce qui n'empêche qu'il a eu un énorme parcours dans la tech. Et il connaît très bien l'écosystème. Et d'ailleurs, c'est marrant, si on met ça en perspective à Elon Musk, eh ben c'est tout son opposé.
Musk occupe l'espace. Taylor, lui, on ne le voit pas. Mais c'est loin d'être un rookie. Et ça, il va le montrer très rapidement. Avançons un peu dans notre histoire. Donc le 14, l'offre est émise. 15 avril 2022, l'offre est reçue par Bret Taylor. Bret Taylor va alors faire une chose. Il va prendre une décision qui peut paraître logique, mais qui en fait cache beaucoup de choses. Il va réunir le board de Twitter, ce fameux conseil d'administration, et non seulement ils vont refuser l'offre de Musk, mais ils vont activer un mécanisme très spécifique à Twitter, qui existe aussi dans notre entreprise, mais qui est connu chez Twitter. C'est le Poison Pill. Alors, il a un petit nom officiel, qui est le Rights Plan, et c'est un mécanisme assez simple. En gros, c'est un mécanisme qui dit que si un actionnaire arrive à dépasser 15% du capital, alors les autres actionnaires ont la possibilité d'acheter des actions à prix réduit. L'effet, pour vous la faire très simple, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'actionnariat, l'effet est assez radical. Ce mécanisme est vachement intéressant parce qu'il permet aux autres actionnaires de limiter la position dominante de celui qui veut acquérir plus de 15%. Bah oui, parce qu'ils peuvent racheter moins cher. Donc quand Musk, s'il dépassait les 15%, voulait racheter 16%, 17%, et bien en fait le prix qu'il payerait pourrait être divisé par 2 et racheté par d'autres actionnaires rapidement. Ils ont une préférence. Et ça limite carrément le pouvoir de nuisance de Musk à l'époque. Donc le résultat est assez brutal. L'acquisition hostile menée par Musk devient quasiment impossible à jouer sur la table des négociations. Avec 9,1%, Musk est encore loin des 15%. En gros, le board de Twitter lui dit « niet ». Mais on pourrait se limiter à cette simple lecture, de se dire en fait, Twitter refuse l'offre. Offres qui vont, spoiler alerte, accepter 10 jours plus tard. Et c'est là on pourrait se dire, il y a eu un revirement qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Et si, en fait, on peut le comprendre. Si on se focus sur Bret Taylor. En fait, ce qu'a fait Bret Taylor, c'est qu'il n'a pas répondu à l'offre de Musk. Rappelez-vous, je vous ai dit que Musk mettait une pression. Il mettait vraiment une pression pour avoir une réponse. Une réponse rapide. Lui, ce qu'il veut, c'est la rapidité pour acquérir et profiter de cette confusion pour acquérir Twitter. Et Bret Taylor va faire tout l'inverse. En activant cette Poison Pill, en fait, il va se ménager du temps. Il va changer véritablement les conditions dans lesquelles il va pouvoir répondre. Il se crée de l'espace, du temps. Et ce qui va lui permettre de prendre position sans être sous feu direct de Musk. Du moins de manière privée. Parce que oui, de manière publique, Musk tweet, Musk déclare, Musk maintient une pression médiatique, il occupe l'espace comme toujours. Et là, on voit que deux styles commencent à émerger. Musk et Bret Taylor. Mais aussi deux stratégies qui commencent à s'affronter. Et personne ne le voit encore à l'époque, mais la stratégie mise en place par Bret Taylor est ultra intéressante. Alors la stratégie de Bret Taylor est doublement intéressante ici. Comme tu dis, c'est une petite décision avant une grande décision. Elle est doublement intéressante parce que par le biais
d'appliquer cette menace du poison pill, Brett Taylor déclenche deux éléments essentiels en termes de prise de décision. Le premier élément, c'est que finalement, par l'activation du poison pill ou la menace de l'activation du poison pill, il va faire un pas de côté. Et donc, il va faire un pas de côté et emmener Elon Musk sur un autre terrain de jeu. Un terrain de jeu où finalement, qui est son terrain de jeu, à Brett Taylor, et dans lequel il va pouvoir participer à la définition des règles. Donc, au lieu de répondre directement à la stratégie offensive d'Elon Musk, il l'emmène sur un autre terrain de jeu. Et ça, c'est essentiel dans la prise de décision. C'est comment finalement je deviens véritablement acteur de la stratégie qui est en jeu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que par le biais de cette stratégie du poison pill, eh bien, Brett Taylor donne un espace-temps à la décision. C'est-à-dire qu'il se permet de prendre du recul pour prendre cette décision. Et ça, c'est fondamental dans les prises de décision stratégiques notamment. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est ainsi fait que finalement nous utilisons deux grands systèmes pour nos prises de décision. Le système 1, qui est notre système inconscient, qui est rattaché à notre système limbique, et qui finalement reçoit les informations de notre environnement très rapidement et les traite très rapidement également, et par un processus neurochimique finalement va nous permettre de prendre déjà une première décision. Et puis le système 2, qui est le système rattaché à notre néocortex, qui est lui beaucoup plus lent à traiter l'information, mais qui va la traiter de manière beaucoup plus analytique. C'est notre système rationnel. Et donc, en donnant du temps, un espace-temps à la décision, nous permettons finalement à notre cerveau d'emmener les informations jusqu'au système 2 pour qu'elles soient traitées de manière beaucoup plus réfléchie et appropriée dans cet environnement. Parce que notre cerveau, finalement, c'est un fervent défenseur de ce que j'appelle l'écologique. Et donc, il cherche à nous faire économiser de l'énergie et il aurait tendance, donc, à utiliser le système 1, qui est beaucoup moins chronophage et beaucoup moins énergivore, pour prendre des décisions. Et donc, c'est comment, justement, en donnant cet espace-temps, en faisant cette prise de recul, qu'on va permettre à l'information d'être traitée globalement pour une meilleure décision, en tout cas une décision plus appropriée. Et c'est ici la première idée que moi je retiens. Avant de prendre une grande décision, Brett Taylor en prend une petite, qui va se donner le droit de ne pas répondre de suite. Et ça, si on en revient à notre sujet de manière plus globale, la prise de décision sous pression, c'est la première question que je vous invite à vous poser. Est-ce que je suis en condition de décider ? Si vous l'êtes ou ne l'êtes pas, ménagez-vous du temps. Ça fera la différence. Revenons à notre histoire. À partir du 15 avril, je ne vais pas vous cacher que la zone est un peu floue. On a peu d'informations. Les gens qui étaient part à cette négociation, à cette réflexion, à cette période, sont pas très bavards. On trouve peu de sources. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en coulisses. Et sur ça, je préfère être assez honnête, parce que c'est important. Ce que je sais, ce qu'on sait, c'est que le board va se réunir plusieurs fois. Des banques d'affaires comme Goldman Sachs, JP Morgan sont mandatés comme conseillers financiers de Twitter. Un comité extrêmement réduit de transactions est formé, avec Brett Taylor, Martha Lane Fox, Patrick Pitchett. Voilà. Et des due diligence sont lancés sur la capacité réelle de Musk à financer le deal. Les due diligence, c'est juste une vérification que Musk peut verser les 44 milliards de dollars. Donc, ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est les délibérations internes. Effectivement, tout ce que je vais vous évoquer à partir de maintenant, c'est soit
des traductions de traces disponibles, de contrats finaux, de documents publiés lors d'un procès qui a fait suite au rachat de Twitter, des déclarations un peu post-deal. Donc, à prendre avec des pincettes. Ce qu'on arrive à déduire des documents, c'est que Brett Taylor, en fait, il a posé une question à son board. Et c'est pas celle auquel on s'attend. On aurait pu s'attendre à la question: est-ce qu'on vend? Ça, c'est la question imposée par Musk. Et ben en fait, la question qui semble avoir été posée par Brett Taylor, c'est: est-ce que Musk peut-il vraiment financer le rachat? Et si oui, dans quelles conditions acceptons-nous sans perdre le contrôle de la sortie? Alors on pourrait croire que c'est la même question, mais en fait pas du tout. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si Musk a énormément d'argent, il n'est pas tant en position de force que ça. Car c'est beaucoup de cash. C'est énormément de cash, 44 milliards. Et Musk n'a pas ça dans la poche. Sa fortune se compose de liquidités, oui, mais de parts d'actions, de choses assez immatérielles qu'il faudrait qu'il revende derrière. Donc ce que Musk fait d'ailleurs pendant ces 10 jours, c'est qu'il va chercher des financements. Et quand on regarde un peu sa correspondance par message qui a été mis public durant le procès du Delaware, on remarque qu'il cherche de l'argent. Il s'assure que des banques vont pouvoir le financer, que des amis à lui extrêmement riches comme Larry Ellison, l'un des propriétaires de Oracle, va pouvoir backer son offre. Bref, il cherche des co-investisseurs. Et Musk, lui, est tenu également publiquement par son offre. Il en va de sa crédibilité. Et ça, Taylor le sait. Brett Taylor le sait. Et ça change littéralement le rapport de force. Et là, j'en viens au deuxième tips que j'en déduis de cette situation. En fait, Brett Taylor ne travaille pas sur la décision finale. Il travaille sur les informations qui lui permettront de la prendre. Décider froidement, c'est d'abord savoir ce qu'on ne sait pas encore. C'est définir les informations que l'on connaît pour ensuite prendre la meilleure des décisions. Donc ça, c'est extrêmement important quand on est sous pression. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une chose qui ne vous a pas choqué? Je vous ai dit, tout juste, que Taylor n'a jamais traité la question posée par Musk. Musk a posé une question. Est-ce que vous me vendez Twitter? Et Brett Taylor s'est jamais posé la question de vendre ou ne pas vendre. Il s'est posé, et je vous redonne le texte que je vous ai dit précisément, il sait de savoir si est-ce que Musk est en capacité de financer, et si oui, comment on s'assure de le vendre sans perdre le contrôle à la sortie. Il n'y est même pas question en fait de vendre ou de pas vendre. Ils allaient vendre, alors que le 15 avril, ils l'ont refusé cette offre. Et c'est pas un détail, c'est tout. Parce que là, Brett Taylor, il avait vraiment réalisé un changement d'objectif. Il va transformer une décision binaire, où il y a une pression maximale, par une négociation. Il ne répond pas à la question de Musk, il répond à la sienne. Et ça, c'est peut-être la chose à faire la plus difficile quand on est sous pression. C'est de vérifier que la question qu'on nous pose est bien celle à laquelle on doit répondre.
S'assurer que notre question est bien la bonne question et que la question qui nous est posée par l'extérieur n'est pas une mauvaise question, un mauvais objectif. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Je vous le cache pas. Tu pointes ici un élément central de la prise de décision, qui est la notion d'objectif. Une décision revêt toujours un caractère subjectif. Face à une même situation, face à une même décision, certains individus vont juger la décision comme bonne, d'autres comme mauvaise. Et ça, c'est inhérent au fonctionnement de l'être humain, au fonctionnement de notre cerveau, puisque nous allons poser des filtres sur la réalité. Nous n'allons pas percevoir la réalité telle qu'elle est vraiment, mais selon nos propres filtres. C'est ce que Alfred Korybski, le père de la sémantique générale, décrit dans cette fameuse phrase « La carte n'est pas le territoire », signifiant que nous posons des couleurs sur la réalité. Et selon nos expériences, selon notre culture, notre éducation, nos vécus émotionnels, eh bien, nous allons percevoir cette réalité de manière différente, et donc de manière subjective. Une des manières pour contrecarrer cette subjectivité, pour pallier les biais de notre cerveau, eh bien, c'est justement de définir un objectif. Un objectif commun s'il y a plusieurs preneurs de décision, de la même décision, et surtout un objectif qui va nous permettre de définir le but qu'on souhaite atteindre au travers de cette décision. Et donc, ça va nous permettre de rationaliser davantage la décision, d'avoir une décision qui va être beaucoup plus appropriée, beaucoup plus réfléchie face à la situation. Parce que finalement, une décision n'est jamais bonne ou mauvaise. Elle est toujours contextuelle et relative à l'individu qui la prend. Mais pour cela, encore faut-il que les personnes se parlent. Car quand on regarde un peu les échanges de messages entre Musk et Taylor pendant cette période de 10 jours, on ne peut pas dire qu'ils sont très très sympathiques, extrêmement froids. Alors qu'avant, ces quelques messages, on voyait une relation business assez cordiale. D'ailleurs, une petite tech personnelle, c'est que j'ai l'impression que en fait, ce silence radio, plus ou moins, hein, entre Brett Taylor et Musk durant ces 10 jours, il a plus servi les intérêts de Taylor que de Musk. Car ce changement d'objectif, clairement, Taylor, il n'est pas dû au hasard. C'est clairement lié à son rôle de chairman, de conseil d'administration. Lui, son rôle, je le rappelle, c'est de représenter les actionnaires. Il n'est pas là pour défendre les intérêts de l'entreprise. Il est là pour défendre l'intérêt des actionnaires et servir les seuls intérêts des actionnaires. Les actionnaires, la plupart du temps, je ne vais pas faire une généralité, mais dans le cas là, c'est peut-être vrai. Les actionnaires, ce qui les intéresse, c'est tout simplement faire une majoration sur leurs investissements. Que l'entreprise aille bien, pas bien, c'est peut-être pas leur priorité. Et comme je vous le disais au début, l'offre de Musk est très bonne. C'est une très très bonne offre. Et la refuser, en fait, c'est tout simplement un manquement de ses obligations vis-à-vis des actionnaires. Et c'est pour ça que Brett Taylor, il s'est jamais posé la question de savoir s'il devait vendre ou pas. Il s'est juste posé la question de savoir si Musk pouvait financer, et si oui, comment il s'assurait que les actionnaires perçoivent leur argent. Et ça, c'est brillant. Mais je vais être honnête. Je vais être honnête sur la limite de ce geste. Car oui, changer d'objectif, quand on est sous pression, c'est très puissant. Parce que la personne qui met la situation qui met sous pression ne s'y attend probablement pas. Ce qui permet
soit de dériver la pression, soit de changer la pression, soit d'absorber celle-ci, mais ça ne fait pas disparaître la question initiale. Ça la contourne. Est-ce que c'est vraiment décidé ou c'est esquivé? Ça, je vous laisse décider au cas par cas. Mais pour Brett Taylor, ça a marché. Car 10 jours après cette poison pill qui a été activée, eh ben, Brett Taylor, au nom de tous les actionnaires de Twitter, va accepter l'offre de Musk. 54,20$ par action. Exactement le prix initial. Taylor n'a absolument pas négocié le prix. Par contre, et là on rejoint son objectif, par contre, il a littéralement négocié les conditions. Et il y a un élément qui est très intéressant, qui illustre, qui symbolise un peu cette négociation. C'est la clause de rupture. Une clause de rupture, c'est quoi? C'est de dire, ok, on accepte ton offre, Elon Musk, mais si tu essayes de casser le deal après, eh ben, tu nous devras 1 milliard de dollars. Ce qui pourrait paraître peu par rapport aux 44 milliards de l'offre. Mais 1 milliard, s'il rompt des négociations, ça fait mal au portefeuille quand même, hein, même pour l'homme le plus riche du monde. Et ça, cette clause a été négociée en silence pendant 10 jours, sans que personne n'en parle publiquement. Et voilà ce que ça a dit sur Taylor et sur sa capacité à décider sous pression. Il a dit oui à une offre, mais en se ménageant assez de temps pour construire littéralement une protection contre son propre oui. Il a accepté, et c'est là où on voit que c'est pas un rookie, en connaissant parfaitement Musk, en connaissance de cause que c'était un quasi coup de bluff de la part d'Elon Musk, le prix d'achat et cette offre à 44 milliards. Et en fait, Brett Taylor va littéralement l'enfermer dans le contrat, va l'obliger à acheter. Et il avait raison, car dès juillet 2022, Musk il va invoquer des faux comptes pour tenter de rompre le deal. Il va attaquer voilà, le deal en tant que tel. Oh, il veut plus. Il veut plus, Elon Musk. Non, 44 milliards, c'est trop. Et cette fameuse clause qui a été négociée par Brett Taylor, elle va être tout le fondement de l'attaque par Twitter d'un point de vue judiciaire devant le Delaware Court of Chancery sur obliger Elon Musk à respecter son deal. Et Elon Musk va devoir capituler en octobre, car la clause a tenu. Donc Brett Taylor, en fait, il a anticipé l'échec de sa propre décision. Il s'est protégé en protégeant sa décision. Ce qui est juste magnifique. Alors oui, je vais le dire, c'est dans l'unique but de protéger les actionnaires. C'est une stratégie brillante et une bonne décision, qu'on peut juger a posteriori, bien sûr, mais uniquement si on se place du point de vue des actionnaires. Et ça, c'est important de le dire. Cette décision a été prise, et je le répète encore une fois, dans l'intérêt des actionnaires. Pas de Twitter en tant qu'entreprise, pas des employés, pas du produit, des actionnaires. Inhumain, vous me direz, ouais, Taylor, il a fait son job. Il était le représentant des actionnaires. Et c'est là une limite, d'ailleurs, à cette méthode. N'est-ce pas, Carole? Alors, ici, clairement, on arrive aux limites d'une prise de décision.
L'objectif de Brett Taylor dans cette situation est d'optimiser l'intérêt fiduciaire, c'est-à-dire d'optimiser l'intérêt des actionnaires. Et donc, dans le cadre de cet objectif, on peut estimer que cette décision est une bonne décision et que la prise de recul a permis à Brett Taylor d'identifier cette situation non pas comme une menace, mais comme une véritable opportunité pour les actionnaires de Twitter. Pour autant, est-ce qu'on peut parler d'une bonne décision? Est-ce que cette décision a pris en considération les conséquences, l'impact sur l'ensemble des acteurs de la situation? Difficile à dire. Mais au-delà de la définition d'un objectif pour assurer une décision finalement éclairée, la mise en conscience des conséquences d'une décision sur l'ensemble des acteurs est un gage d'une décision non pas seulement éclairée, mais d'une décision assumée. Et donc, finalement, cette capacité de mise en conscience répond à une logique non pas simplement cartésienne qui vise très souvent à isoler les éléments d'un système, mais plutôt qui répond à une logique systémique qui vise à considérer que les éléments pris individuellement ou une décision prise par l'un des éléments du système peut nuire à l'existence même du système. Moi, je pense que ici, la décision a été clairement assumée. Mais quels que soient les intérêts à protéger, le troisième élément que je retiens de cette histoire, qui m'apprend une chose sur la prise de décision sous pression, c'est qu'une bonne décision intègre le scénario où elle échoue. Taylor ne dit pas oui parce qu'il est certain que ça va passer. Il dit oui parce qu'il a prévu que dans le cas où ça se passe mal, il est protégé. Et ça, c'est brillant. On en arrive à la fin. 27 octobre 2022, on connaît tous cette image. Elon Musk entre dans le siège de Twitter avec un évier. Il tweet littéralement Let that sink in. Vous m'excuserez pour mon anglais. Littéralement de l'humour de l'homme le plus riche du monde. Bon, on juge. On aime ou on n'aime pas. Hein. Je ne fais pas de jugement. Le CEO de l'époque démissionne dans la foulée et Brett Taylor va quitter tout simplement le board. Sans déclaration publique, sans un mot. Et d'ailleurs, quand on remonte le fil Twitter de Brett Taylor, ce qui est très marrant, c'est que l'acceptation de l'offre est quasiment l'un des derniers tweets de Brett Taylor. Il n'y est plus depuis. Cette conclusion, on va dire, pour cette histoire, est littéralement comment les gens sont entrés. Elon Musk va être bruyant et Brett Taylor silencieux. Invisible. Il est déjà passé à autre chose. Toutefois, il y a un point que je voudrais, en conclusion, aborder, c'est est-ce que Brett Taylor a bien décidé? Eh bien, je ne vais pas répondre à cette question. Parce que la réponse à celle-ci dépend entièrement de la question qu'on lui pose. C'est exactement ce dont on vient de parler pendant cet épisode. Par contre, ce que je retiens, c'est que dans son contexte, dans ses objectifs, c'est littéralement une masterclass de prise de décision sous pression. Et comme j'ai pu vous le dire durant l'épisode, je retiens 3 choses. Première chose, avant de décider, il faut savoir se créer les conditions pour décider. Il faut savoir ménager la pression. Ici, je vous redonne le cas, Brett Taylor a activé un mécanisme juridique du poison pill pour se gagner du temps, de l'espace. Peut-être vous, ça sera autre chose que vous aurez besoin de gagner, de la clarté d'esprit, mais quand vous êtes sous pression, créez-vous les conditions pour décider.
Deuxième point que je retiens, c'est que sous pression, il convient de reformuler son objectif. C'est-à-dire que, à travers une situation, un cas où on vous pose une question, mais réfléchissez à savoir si c'est la question auquel vous devez répondre ou si c'est une question qui est autre. Ne prenez pas la question qu'on vous impose comme celle à laquelle vous devez répondre. Là, par exemple, je reviens sur mon exemple Twitter, on lui posait la question de vendre ou ne pas vendre, mais lui, c'était pas ça qu'il cherchait à savoir. C'était dans quelles conditions vendre pour ne pas perdre. Troisième point qui est, j'ai envie de dire, la masterclass en elle-même. Eh bien, il faut intégrer l'échec de sa décision dans la décision qu'on va prendre. Si votre décision n'est pas la bonne, si elle échoue, qu'est-ce que vous avez prévu en amont pour faire tenir cette décision? Ici, toujours dans notre cas Twitter, c'est la clause de rupture, c'est le cas de dire oui, mais si tu nous embêtes, si tu veux te défiler du deal, eh ben ça va te coûter 1 milliard. Et ça c'est brillant. Alors, est-ce que la méthode que je viens de vous évoquer, les points que je viens de vous évoquer, sont une méthode parfaite? Non. Clairement, non. Twitter, aujourd'hui, est une entreprise qui décline. Des employés ont été massivement licenciés. La méthode de Taylor, en fait, ça a protégé une partie des actionnaires. Je crois que j'ai assez insisté dessus. Ça n'a pas protégé l'entreprise en elle-même. Et ça, c'est un petit astérisque que je viens apporter. Décider froidement, ça ne garantit pas de bien décider. Une décision n'est jamais bonne ou mauvaise. Elle peut être éclairée dans la mesure où un objectif a été clairement identifié. Elle peut être assumée dans la mesure où on a pris en considération l'ensemble des conséquences sur tous les acteurs du système. Mais elle ne sera jamais totalement bonne ou totalement mauvaise puisqu'elle est dépendante d'une situation, d'un contexte, et elle est dépendante aussi de la sensibilité des acteurs qui vont être amenés à prendre la décision. Et au-delà de ça, elle ne peut pas être totalement rationnelle parce qu'il y a cet élément très important qui est le facteur confiance qui va jouer un rôle fondamental dans notre capacité à prendre une décision. Par contre, décider en connaissance de cause et en confiance, c'est peut-être là que commence la véritable question. Donc si la prochaine fois, quand tu vas prendre une décision, tout s'emballe autour de toi, est-ce que tu connais ton véritable objectif? Voilà, moi je vais vous laisser philosopher sur cette question. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à partager, très important. Je tenais à remercier aussi Carole pour ses interventions, sa proposition, la co-construction de cet épisode. Ça a été passionnant. Si vous voulez en savoir plus sur Carole et sur ses compétences et sur son savoir en termes de prise de décision, tous les liens sont en description, ses réseaux, son site. N'hésitez pas à aller checker ça. Puis bon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la prise de décision en entreprise. Et moi, je retourne de ce pas surfer sur Internet pour en savoir plus. Allez, à très vite.